Ma mère a essayé de me forcer à épouser ma cousine pour qu'elle obtienne une carte verte. Quand j'ai refusé, elle a passé des années à saboter ma vie. Finalement, tout s'est retourné contre elle. D'accord, Reddit. Ouais, je sais à quoi ressemble ce titre. Avant que quelqu'un ne commence à faire des blagues, oui, cela implique d'épouser une cousine. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer. Ma famille est dominicaine. Moi, homme de 23 ans, j'ai grandi dans une maison où l'espagnol était ma première langue, et où la loyauté envers la famille n'était pas une suggestion, c'était la règle. Tout ce que ma mère, Yolanda, m'a fait subir, elle l'a fait sous la bannière de la famille. Chaque exigence, chaque manigance, chaque crise de nerfs, tout était toujours emballé dans des discours sur le devoir et le sacrifice. Quand on grandit en entendant ça toute sa vie, on ne remet rien en question pendant longtemps. On se contente de porter le fardeau. J'avais 19 ans quand ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine pour me dire que je prenais l'avion pour la République dominicaine cet été-là, afin d'épouser ma petite cousine. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Ma cousine est quelqu'un de bien. Elle a eu une enfance difficile là-bas. Sa propre mère était négligente et, honnêtement, ma mère lui montrait plus d'attention qu'elle ne m'en a jamais montré. Ma cousine voulait venir aux États-Unis pour faire une école d'infirmière. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Le problème, c'était le plan, prendre l'avion, l'épouser légalement, la ramener avec un visa de conjoint, rester marié 1 an, puis divorcer. Ma mère empocherait l'argent, quel qu'en soit le montant. Et moi, je gérerais le crime fédéral. Elle avait évoqué le sujet quelques années plus tôt, mais je pensais qu'elle parlait juste pour parler. Les mères dominicaines disent parfois des trucs dingues. On apprend à en laisser passer la moitié. Mais cet après-midi-là, elle a sorti son téléphone, a fait défiler ses emails et a tourné l'écran vers moi. Confirmation de vol. 2 billets, aller-retour, départ en juillet. Mon nom était déjà sur l'un d'eux. J'ai juste fixé l'écran. Elle parlait déjà de la durée de notre séjour, des papiers dont nous aurions besoin, du fait que ma cousine rassemblait déjà ses documents comme si on planifiait des vacances en famille, et non une fraude à l'immigration. Tu es sérieuse, là? Elle n'a même pas scié. Les vols sont réservés. On part en juillet. Je n'épouserai pas ma cousine. C'est ta petite cousine, Mathéo. Arrête de faire ton cinéma. Je lui ai dit que j'étais en couple. J'avais une petite amie. Nous étions ensemble depuis un moment. Ma mère m'a regardé comme si je venais de lui dire que j'avais un caillou comme animal de compagnie. Je me fiche de ta copine. Je me fiche de ta vie personnelle. Ce furent ses mots exacts. J'ai essayé de résister. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Je lui ai dit que c'était illégal. Chaque fois que je disais non, sa voix montait d'un cran. La conversation est passée d'une discussion à un concours de hurlements en peut-être 6 minutes. Quand j'ai fini par refuser catégoriquement, elle s'est levée si vite que sa chaise a heurté le mur derrière elle. Si tu n'es pas prêt à aider cette famille, alors trouve un autre endroit où vivre. J'avais 19 ans. J'avais un travail à temps partiel qui couvrait à peine ma facture de téléphone. Pas d'économie, pas de plan de secours, pas de voiture à mon nom. La menace d'être mis à la porte n'était pas quelque chose d'abstrait. C'était une réalité de survie. Je savais exactement ce qui arrivait aux gens de mon quartier qui finissaient à la rue trop jeunes. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre en essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma petite amie m'a soutenu quand je lui ai raconté, elle a dit qu'on trouverait une solution ensemble, mais je sentais bien qu'elle ne saisissait pas totalement le poids de la situation. Elle venait d'un foyer normal où les désaccords finissaient par un silence, pas par des menaces d'expulsion. Ce qui m'a le plus perturbé, ce ne sont pas les cris. C'est ce qui s'est passé le lendemain matin. Elle agissait de manière tout à fait normale, elle préparait le petit déjeuner, fredonnait, me demandait si je voulais des œufs. Elle a même ri à quelque chose sur son téléphone et me l'a montré comme si on était potes. Comme si l'ultimatum de la table de cuisine n'avait jamais existé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. Je comptais les semaines jusqu'à juillet, essayant de voir si j'avais assez de temps pour trouver une solution. Ma mère a commencé à mentionner le voyage de manière décontractée devant la famille, le présentant comme une visite familiale amusante. Personne n'a posé de questions. Personne ne m'a demandé comment je me sentais.
Tout ce que ma mère disait devenait la version officielle de la réalité. Si elle disait que j'étais ravi d'aider ma cousine, alors c'était la vérité. Mes sentiments réels n'étaient qu'un bruit de fond dans cette maison. J'ai aussi remarqué qu'elle commençait à être particulièrement gentille avec moi cette semaine-là. Elle cuisinait mes plats préférés, me posait des questions sur mes cours, riait à mes blagues. Ça voulait dire qu'elle avait décidé que le plan aurait lieu, et elle accumulait de la bonne volonté à l'avance pour que, au moment de passer à la caisse, je me sente redevable. Je n'étais pas son fils. J'étais son outil. Et si je ne trouvais pas le moyen de me sortir de là à mes propres conditions, elle allait m'utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était au printemps 2020. La première chose que ma mère a faite après cette conversation dans la cuisine, c'est de me demander où était mon passeport. Je lui ai dit qu'il était expiré. Techniquement, c'était vrai. Il était sur le point d'expirer et je n'avais aucune intention de le renouveler. Elle a dit qu'elle s'occuperait elle-même du renouvellement. Elle avait juste besoin que je lui remette le passeport et mon acte de naissance. Elle ne demandait pas des documents. Elle rassemblait des moyens de pression. Je lui ai dit que je les chercherais. Puis, je n'ai absolument rien fait. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à évoquer le voyage auprès de la famille au téléphone, toujours à portée de voix. Il a hâte de voir la famille. Il est content d'aider sa cousine. Elle construisait une version de la réalité où j'avais déjà accepté, pour que, lorsque j'essaierais de faire marche arrière, ce soit moi le problème. C'est là que mon pote Nikolai est intervenu. Famille russe, a grandi à quelques pâtés de maison de chez moi. Bâti comme un frigo. Je lui ai raconté ce qui se passait, et il m'a fixé pendant environ 10 secondes. Mec, tu sais qu'elle va prendre tes papiers et que tu seras coincé, pas vrai? A-t-il demandé avec son fort accent. Je sais. Alors, ils sont toujours dans son placard? Il avait cette façon de poser des questions qui vous faisait vous sentir stupide et reconnaissant en même temps. Il avait raison. J'étais trop plongé dans le mode survie pour réfléchir clairement. Alors, on a mis au point ce que Nikolai a appelé l'opération sac à dos. Non stupide. Plan solide. J'ai attendu que ma mère parte au travail, puis je suis allé directement dans le placard de sa chambre. Étagère du haut, derrière une boîte à chaussures, mon passeport, mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale, dans une chemise cartonnée avec mon nom écrit de sa main, séparée du reste des papiers de la maison. Elle avait mis les miens de côté, comme des fournitures prêtes à être utilisées. J'ai pris des photos, déplacé les originaux dans mon sac à dos avec une pochette Inifuge bon marché, et j'ai gardé ce sac sur moi ou chez Nikolai en permanence. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. L'ancien était toujours lié à son nom depuis que j'étais mineur. J'ai commencé à transférer de l'argent par petites sommes. J'ai sorti des vêtements et des produits essentiels par vague. Un sweat à capuche par-ci, des chaussures dans un sac par-là. Je gardais mon téléphone verrouillé. J'effaçais mon historique de recherche tous les soirs. J'ai fait profil bas. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas parlé du voyage. Je ne lui ai rien donné à quoi réagir. La méthode du rocher gris avant même de savoir que le terme existait. Environ 3 semaines plus tard, elle est entrée dans ma chambre sans frapper et a commencé à fouiller ma commode. Elle a ouvert chaque tiroir, déplacé des choses, regardé sous une pile de jeans. Quand elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, elle s'est figée. Elle est restée là, dos à moi, pendant quelques secondes, parfaitement immobile, puis s'est retournée. Pas en colère. Pire, patiente. Où est ton dossier? Quel dossier? Celui qui était dans mon placard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle a à peine souri, puis est sortie sans fermer la porte. Au cours des jours suivants, elle a commencé à faire ses petits tests me demandant de lui passer ma carte d'identité, me demandant de me connecter à l'ancien compte bancaire. À chaque fois, j'avais une parade prête. À chaque fois, elle observait mon visage un peu trop attentivement. Puis elle a essayé un autre angle. Elle a appelé ma tante et mon oncle pour leur dire que j'étais irrespectueux, que je refusais d'aider la famille, que je tournais le dos à ma cousine qui n'avait rien. Elle m'a dépeint comme le gamin américain égoïste qui avait oublié d'où il venait. Quelques proches m'ont appelé pour me faire la leçon sur la gratitude. Je les ai laissés parler et j'ai dit que je comprenais, sans jamais corriger l'histoire. Puis est venu le guet-apens. Ma mère m'a invité à dîner le dimanche chez ma tante.
Elle a dit que c'était juste en famille, rien de sérieux. Quand je suis entré, le salon était plein. Ma tante, mon oncle, 2 cousins plus âgés, et ma mère assise au milieu, l'air inquiet. Mon oncle a commencé. Il a dit que la famille s'inquiétait pour moi, que j'étais égoïste, que ce n'était pas comme ça que j'avais été élevé. Ma tante a dit que ma cousine en République dominicaine comptait sur moi. L'un de mes cousins m'a dit d'arrêter de penser à moi pour une fois. Pendant tout ce temps, ma mère restait assise là, silencieuse, tamponnant ses yeux avec une serviette. Elle les avait tous briefés, et elle n'avait même pas besoin de parler. Elle laissait juste la pièce faire le travail à sa place. Je les ai tous regardés et j'ai réalisé que personne ne savait ce qu'on me demandait réellement de faire. Elle avait présenté la chose si soigneusement qu'ils pensaient que je faisais juste des difficultés. J'ai dit que je comprenais leurs inquiétudes et je suis parti. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas expliqué. Parce que dans cette famille, la vérité venant de moi perdrait toujours face à une larme venant d'elle. Nicolas m'attendait dans sa voiture dehors. Il a jeté un coup d'œil à mon visage. Guet-apens. Grosse production. Il a juste dit « Davé » et a démarré. Pendant ce temps, elle a trouvé une autre option. Une amie d'amis, ici aux États-Unis, prête à faire un mariage blanc pour de l'argent. Ça a échoué aussi. J'ai profité de cette fenêtre pour finir de déménager le reste de mes affaires importantes chez Nicolas. Au moment où son attention est revenue sur moi, j'étais plus léger qu'elle ne le réalisait. Mais je sentais la tension monter. Elle se regroupait. Et quand ma mère se regroupe, le coup suivant est toujours pire. En fait, un petit détail que j'ai oublié de mentionner. Pendant tout ce temps, j'allais toujours en cours et je travaillais à temps partiel dans ce petit magasin d'expédition près de la maison. Mon responsable était un vieux monsieur haïtien nommé Jean-Pierre, qui jouait les 3 mêmes chansons de Bob Marley en boucle à chaque service. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais je pense parfois à ce magasin. C'était la seule partie normale de ma semaine. Bref, quelques semaines avant la date du voyage en juillet, elle a fait sa dernière vraie tentative. Elle m'a dit qu'elle avait pris rendez-vous à la poste pour le renouvellement de mon passeport. Samedi matin, 10 heures. Je lui ai dit que j'y serais. Samedi matin, je suis allé chez Nicolas à la place. Quand elle a appelé à 10h15, je lui ai dit que j'avais été appelé au travail. Elle est restée silencieuse un long moment. Je pouvais entendre le hall de la poste derrière elle. On peut reprogrammer. Ouais, bien sûr. Mais j'avais déjà vérifié les délais de renouvellement en ligne. Même si elle réussissait à me faire déposer le dossier ce jour-là, le traitement prendrait 6 à 8 semaines minimum. Juillet était dans moins de 4 semaines. Le calcul ne tenait pas. La fenêtre s'était refermée et elle ne s'en rendait même pas compte. Quand juillet est passé sans vol, elle n'a pas dit un mot. La pandémie compliquait aussi les voyages, ce qui lui donnait une excuse pour sauver la face. Mais je connaissais la vraie raison. J'avais joué la montre sans jamais lui dire non en face à nouveau. L'été de mes 21 ans, tout a explosé. Le projet de mariage était mort. La pandémie a tué le voyage. La personne de secours a disparu. Ma cousine était toujours en République dominicaine. Ma mère n'a jamais dit que le plan était annulé. Elle est juste devenue silencieuse à ce sujet, ce qui, avec elle, était plus dangereux que les cris. La petite amie que j'avais quand tout ça a commencé n'a pas survécu aux retombées. Elle est restée pendant les jeux de passeport et le guet-apens, mais le stress constant nous a usés. On ne se disputait pas à propos de nous, on se battait contre tout ce qui nous entourait. Elle a fini par me dire qu'elle tenait à moi, mais qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre en mode crise. Je ne lui en voulais pas. Honnêtement, je n'étais pas en état d'être le petit copain de qui que ce soit à ce moment-là. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres avec ma mère, c'est l'argent. J'avais commencé à faire plus d'heures et je touchais des paies correctes pour la première fois. Ma mère l'a remarqué immédiatement. Elle a commencé à s'attendre à ce que je lui remette une grosse partie de chaque chèque. Pas un loyer, pas un partage de factures, juste de l'argent. Elle présentait ça comme une aide au ménage, mais les comptes n'étaient jamais bons. Elle voulait environ la moitié de ce que je gagnais, et quand je demandais à quoi ça servait, soit elle esquivait, soit elle passait directement à la culpabilisation. J'ai commencé à résister de petites limites, en lui donnant moins que ce qu'elle demandait, en disant que j'avais des factures, en retardant d'1 jour ou 2.
Chaque fois que je résistais, elle devenait plus silencieuse, ce qui était pire. C'est là qu'elle a commencé à tirer les ficelles. D'abord, elle a oublié de payer la facture de téléphone du forfait familial sur lequel était ma ligne. Mon téléphone a été coupé pendant 3 jours, juste au moment où j'essayais de prendre des tours de garde supplémentaires. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que c'était un accident. Elle avait été occupée. Ça lui était sorti de l'esprit. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait besoin de récupérer ma clé de voiture. Le double de la voiture que j'utilisais, qui était techniquement à son nom. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour le mécanicien. Elle ne l'a jamais rendu. Chaque mouvement était assez petit pour être nié, et assez grand pour me rappeler qui tenait encore les rênes. Mais j'avais mes documents. J'avais mon compte bancaire séparé, et elle ne connaissait ni l'un ni l'autre. Donc, quand elle essayait de prendre le contrôle, elle s'agrippait à des choses qui n'avaient pas autant d'importance qu'elle le pensait. L'opération sac à dos était la seule raison pour laquelle ces coups me piquaient au lieu de me paralyser. Une nuit d'août, elle m'a dit de lui envoyer $300 avant le matin. J'avais déjà payé ma part pour le mois. Elle a incliné la tête comme si j'avais dit quelque chose d'amusant. Je ne te demande pas ta part. Je te dis ce dont j'ai besoin. Je ne les ai pas. Elle m'a fixé longuement, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu penses que tu es un adulte? Alors va faire l'adulte ailleurs. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à passer mentalement en revue ce que j'avais encore dans l'appartement et que je ne pouvais pas me permettre de perdre. La plupart des choses importantes étaient déjà sorties. J'ai réglé mon réveil pour 5 heures du matin, prévoyant de faire mes bagages discrètement avant qu'elle ne se réveille. Je n'en ai pas eu l'occasion. Le lendemain après-midi, mes affaires étaient dans des sacs poubelles sur le porche. 3 sacs noirs FT alignés en rangées soignées. Mon manteau d'hiver dépassait de l'un d'eux. Je pouvais le voir depuis le trottoir. Elle était très calme à ce sujet. La demande d'argent était le test, et mon refus était la permission dont elle avait besoin. Quand la famille demanderait, ce serait, il a refusé de contribuer, et non, j'ai viré mon fils parce qu'il a arrêté d'être un distributeur de billets. Je vais être honnête. Je n'étais pas prêt. L'opération sac à dos m'avait donné mes papiers et un peu d'argent sur un compte séparé. Mais je n'avais pas de quoi payer le premier et le dernier mois de loyer pour un appartement. Je n'avais pas de voiture. Avoir mes papiers signifiait que je pouvais avancer, cela ne signifiait pas que j'avais un endroit où aller. Nicolas est arrivé. Il s'est pointé dans sa vieille berline déglinguée 20 minutes après mon appel, m'a aidé à charger les sacs poubelles dans le coffre sans dire un mot, et m'a emmené chez ses parents. Ses parents m'ont laissé dormir dans leur sous-sol sans poser trop de questions. Sa mère a posé une assiette de nourriture devant moi avant même que je ne m'asseye. Son père m'a regardé une fois, a hoché la tête et est retourné regarder les infos. C'était tout. Pas d'interrogatoire, pas de regard apitoyé. L'hospitalité russe. Tu es là, tu manges, tu dors, on verra ça demain. J'ai dormi sur un canapé-lit dans leur sous-sol pendant environ 3 semaines, travaillant chaque fois que je pouvais, mangeant pas cher, essayant de planifier mon prochain mouvement. Ma mère m'a appelé 2 fois durant ces 3 semaines. La première fois, elle avait l'air chaleureuse, presque joyeuse. Quand est-ce que tu rentres, Mathéo? J'ai fait du riz. Comme si elle n'avait pas mis ma vie dans des sacs et laissé le tout sur le porche à la vue des voisins. Je lui ai dit que je m'arrangeais et j'ai raccroché. La deuxième fois, elle a envoyé un long SMS disant que je brisais la famille et que ma petite sœur, Na, pleurait tous les soirs parce que j'étais parti. Celui-là a fait mal. Na était jeune et n'avait rien à voir avec tout ça. Mais je savais que ma mère l'utilisait comme une arme, et céder ne ferait que relancer le cycle. J'ai trouvé une chambre dans une colocation grâce à un gars que Nicolas connaissait. Les murs étaient assez fins pour entendre le réveil de mon colocataire tous les matins à 6 heures. J'ai emménagé avec 2 sacs poubelles de vêtements, un chargeur de téléphone, mes papiers et environ $400. J'ai acheté un matelas sur une application de vente pour $40. Un type me l'a livré en pick-up et m'a aidé à le monter au 2e étage. La première nuit là-bas, je me suis assis sur ce matelas, le dos contre le mur, et j'ai juste respiré. Personne n'allait faire irruption pour exiger de l'argent. Personne n'allait me culpabiliser à propos d'une cousine que je connaissais à peine. Personne ne fouillait ma commode à la recherche de moyens de pression. La paix.
Nikolai est passé le lendemain avec un sac de courses que sa mère avait préparé, du riz, des conserves, du pain, quelques plats surgelés. Il n'en a pas fait tout un plat. Il a juste posé le sac sur le comptoir, a dit « mange ». T'as l'air maigre, et a commencé à parler de quelque chose de complètement différent. C'était tout Nikolai. Mais je savais que ma mère n'avait pas fini. Me mettre à la porte n'était que la partie visible. Les vrais dégâts allaient venir des choses que je ne pouvais pas voir arriver. Elle avait encore accès à des parties de ma vie que je n'avais pas pensé à verrouiller. Et c'était le genre de personne qui, lorsqu'elle perdait le contrôle physique sur vous, trouvait d'autres moyens de vous contrôler. Cet automne-là, environ 2 mois après mon emménagement dans la colocation, je me suis fait arrêter par la police en rentrant d'un service tardif. Il était environ 23 heures. Route déserte, pas de circulation, juste moi et mes phares. J'ai vu le rouge et le bleu dans mon rétroviseur avant même d'entendre quoi que ce soit. Mes mains se sont crispées sur le volant instantanément. J'avais acheté une voiture d'occasion quelques semaines plus tôt avec ce qu'il restait de mes économies, et elle n'était pas exactement en parfait état. Le genre de voiture où l'on retient son souffle chaque fois qu'on croise un flic. L'officier a vérifié ma plaque et est revenu à ma fenêtre avec un regard qui me disait que quelque chose n'allait pas avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Êtes-vous au courant que votre immatriculation est suspendue ?»« Suspendue ? » ?»« Non, monsieur. Je viens d'acheter la voiture il y a quelques semaines. » Il m'a expliqué qu'un retard de paiement s'était transformé en pénalité. La pénalité s'était transformée en signalement au DMV, service des immatriculations, et le signalement en suspension d'immatriculation. Une amende de péage impayée à laquelle je n'avais jamais répondu. Je conduisais maintenant une voiture qui légalement n'aurait pas dû être sur la route. Je n'avais jamais rien vu de tout ça. L'avis de péage, la lettre de pénalité, l'avertissement du DMV, rien. Pour autant que je sache, mon dossier était vierge. L'officier a été correct. Il n'a pas fait remorquer la voiture sur le champ, mais m'a dit que je ne pouvais pas la conduire tant que la suspension n'était pas levée. Le total allait s'élever à environ $800. Le péage initial, les frais de retard, la pénalité, et les frais de rétablissement. En gros, tout ce que j'avais. Il m'a donné un délai pour régulariser la situation et m'a dit de faire vite, sinon le prochain contrôle ne se terminerait pas par un avertissement. J'ai appelé Nikolai depuis le bord de la route, et il est venu me chercher. Sur le trajet du retour, j'ai commencé à faire le lien. L'amende de péage avait dû être envoyée à mon ancienne adresse, celle de ma mère. Quand j'ai été mis à la porte, mettre à jour mon adresse postale était la dernière de mes préoccupations. Je l'avais changée auprès de ma banque et de mon employeur, mais je n'avais jamais fait de changement d'adresse à la poste. 2 jours plus tard, Nikolai m'a conduit chez ma mère. Elle n'était pas là. N'a nous a laissé entrer. Elle avait l'air heureuse de me voir, ce qui m'a serré le cœur, mais je suis resté concentré. Je suis allé au comptoir de la cuisine où ma mère empilait toujours le courrier, et j'ai trouvé une petite pile soignée maintenue par un élastique, cachée dans un tiroir près du micro-ondes. Tout mon courrier. Chaque lettre arrivée après mon départ, l'avis de péage, la lettre de pénalité, l'avertissement du DMV, une convocation pour être juré, un relevé bancaire, un courrier de mon assurance maladie. Elle avait tout gardé, bien organisé. Certaines enveloppes étaient déjà ouvertes. Elle les avait lues. C'est ce qui m'a fait un nœud à l'estomac. Jeter le courrier aurait été de la négligence. Le garder signifiait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Nikolai a regardé la pile puis m'a regardé. Frère, elle a mis un élastique. Cette femme est une psychopathe. Ouais, elle avait mis un élastique. J'ai pris des photos de chaque courrier. Recto, verso, cachet de la poste, le tiroir, l'élastique, la pile. Nikolai est resté derrière moi tout le temps pour s'assurer que je ne ratais rien. Puis j'ai pris toute la pile et nous sommes partis. Au cours de la semaine suivante, je suis passé en mode verrouillage total. Je suis allé à la poste et j'ai ouvert une boîte postale. J'ai payé 6 mois d'avance parce que je ne voulais pas risquer une interruption. Tout a été redirigé vers cette boîte, banque, assurance, DMV, tout. Ensuite, j'ai passé tous mes comptes en mode sans papier. Notification par email, relevé numérique, portail en ligne. Si ça pouvait être numérique, c'est devenu numérique. J'ai noté chaque courrier retenu avec les dates, les expéditeurs, le contenu et les conséquences que cela avait eu.
J'ai commencé à constituer un dossier, j'ai pris les photos et la documentation, et je les ai mises dans un classeur que je gardais chez Nikolai, une sauvegarde physique dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Les mots exacts de Nikolai quand je lui ai tendu le dossier ont été « Si elle apprend ça, elle va être très mécontente ». Il a dit ça sur le même ton que l'on dirait « Le soleil va se lever demain ». J'ai payé les frais d'immatriculation. Ça a ruiné mes économies et m'a fait reculer d'au moins 2 mois. Mais j'ai remis la voiture en règle, géré la suspension et réglé l'histoire du péage. Chaque reçu est allé dans le dossier, construisant une trace écrite, que j'ai besoin de l'utiliser un jour ou non. Ma mère a dû se rendre compte que le courrier avait disparu, car quelques jours plus tard, elle m'a envoyé ce SMS incroyablement doux. Tu me manques si, et, je t'aime ça, me demandant comment j'allais, disant qu'elle espérait qu'on pourrait se parler bientôt, disant que ma sœur avait fait un dessin pour moi. Aucune mention du courrier. Aucune reconnaissance des faits. Juste de la douceur. Le genre qui tromperait n'importe qui ne connaissant pas la femme derrière. C'était toute sa stratégie en un seul mouvement, te frapper dans le noir, puis t'accueillir avec un câlin à la lumière du jour. Et si jamais tu évoquais le sujet, soudain c'était toi l'ingrat, et elle essayait juste d'être une bonne mère. Je n'ai pas répondu. Au printemps suivant, la situation du courrier était réglée et je me concentrais sur la reconstruction, travaillant à temps plein, bâtissant enfin quelque chose au lieu de simplement survivre. J'ai décroché un deuxième boulot comme ingénieur du son pour une salle de spectacle locale. C'est là que j'ai rencontré Dean. Dean était un musicien en tournée de passage, qui avait besoin d'un ingé son de dernière minute pour 3 soirs dans la salle. Le courant est passé tout de suite. Il était plus âgé, milieu de la trentaine, sur la route depuis des années, et avait cette énergie calme de celui que plus rien ne surprend. Après la série de concerts, il m'a pris à part pendant que l'équipe chargeait le matériel. T'as de bonnes oreilles, mec. Et tu arrives à l'heure, ce qui est plus rare que tu ne le penses. J'ai ri. La barre n'est pas très haute. Tu serais surpris. Écoute, si jamais tu veux bosser sur la route, je peux te faire entrer dans mon équipe. Pense-y. C'était la première fois que quelqu'un en position de changer réellement ma trajectoire me disait que j'étais doué pour quelque chose. Pas doué pour être utile. Pas doué pour faire ce qu'on me disait. Doué pour une compétence. J'ai commencé à prendre des boulots sur la route avec l'équipe de Dean chaque fois qu'il passait. Meilleur salaire que tout ce que j'avais vu avant, et je voyais des parties du pays que je n'aurais jamais cru voir. Pour la première fois, je mettais de côté de vraies économies. Je veux dire, je me souviens d'un soir où on chargeait le matos après une salle à Philadelphie, et Dean m'a tendu un chèque pour la semaine. Je me suis littéralement assis dans le van et je l'ai fixé. Je n'avais jamais tenu un chèque de ce montant avec mon nom dessus. J'avais aussi commencé à fréquenter quelqu'un. Elle était bien. Elle n'était mêlée à aucun des problèmes avec ma mère et ne traitait pas ma vie comme un problème à gérer ou une histoire à laquelle réagir. Elle était juste là. Puis la saison des impôts est arrivée et elle m'a retrouvé. J'ai rempli ma déclaration début février. Déclaration simple, rien de compliqué. Formulaire W2, déclaration électronique, le truc standard. Je m'attendais à mon remboursement sous quelques semaines. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une notification indiquant que ma déclaration avait été rejetée. La raison, quelqu'un m'avait déjà déclaré comme personne à charge pour cette année fiscale. Je n'ai même pas eu besoin de lire la suite. Ma mère m'avait déclaré sur ses impôts. Je ne vivais plus avec elle depuis des mois. Elle ne m'avait pas soutenu financièrement. Et elle ne connaissait même pas mon adresse actuelle. Mais elle connaissait mon numéro de sécurité sociale par cœur. Et apparemment, c'était suffisant pour s'immiscer dans ma vie sans être nulle part près de moi et tirer le tapis sous mes pieds à nouveau. Le timing ne pouvait pas être pire. J'étais en train de postuler pour mon propre appartement. Premier vrai appartement en solo, pas de colocataire, pas de maison partagée. L'agence de location avait besoin d'une preuve de revenu et de ma déclaration d'impôt la plus récente. Une déclaration rejetée était un drapeau rouge de la taille d'un panneau publicitaire. L'agent immobilier m'a regardé comme si je lui avais tendu une fausse carte d'identité. Nous ne pouvons pas traiter cela avec une déclaration rejetée. Avez-vous une autre preuve de revenu? Comme quoi? 3 mois de fiches de paie, des relevés bancaires montrant les dépôts, peut-être une lettre de votre employeur, et nous aurions besoin d'un dépôt de garantie plus important.
Je suis sorti de ce bureau et je suis resté assis dans ma voiture pendant bien 10 minutes. Moteur éteint, main sur le volant, fixant le vide. J'étais furieux d'une manière presque calme. Bien sûr qu'elle avait fait ça. Bien sûr que ça tombait au pire moment possible. Elle n'avait pas besoin d'être dans la pièce pour ruiner quelque chose. Elle avait juste besoin d'un numéro à 9 chiffres et de la volonté de l'utiliser. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Le drame, c'est ce dont elle se nourrissait. Au lieu de cela, je suis repassé en mode verrouillage total. J'ai déposé une déclaration papier par courrier avec une contestation écrite. Bail, relevé bancaire, lettre de l'employeur. Ce processus allait prendre des mois. L'IRS ne va pas vite, mais au moins la contestation était enregistrée. J'ai appelé la ligne de protection de l'identité et j'ai obtenu un code PIN IP pour que personne ne puisse plus faire de déclaration en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Ensuite, j'ai gelé mon crédit auprès des 3 bureaux. J'ai changé tous mes mots de passe, je l'ai retiré de mes contacts d'urgence partout, et j'ai mis en place l'authentification à 2 facteurs surtout. J'ai aussi changé mes questions de sécurité, parce que chacune d'elles utilisait des réponses qu'elle connaîtrait. Nicolas m'a aidé à rédiger une chronologie. Chaque incident, chaque date, chaque preuve. Il a dit que si jamais j'en avais besoin pour des raisons juridiques, ce serait prêt. Pour l'appartement, je suis retourné à l'agence avec un dossier, 3 mois de fiche de paie, 6 mois de relevé bancaire, une lettre signée de l'employeur et un mois supplémentaire de caution. L'agent a feuilleté le tout et a dit qu'elle pouvait travailler avec ça. J'ai été approuvé 2 semaines plus tard. La partie qui m'a vraiment fait sourire, c'est ce qui s'est passé de son côté. Parce que j'avais contesté le fait d'être à charge, l'IRS a également signalé sa déclaration. Son remboursement a été bloqué pendant qu'ils examinaient les 2 dossiers. D'après ce que j'ai entendu par ma sœur, le foyer comptait sur cet argent. Quand le remboursement a été gelé, les choses se sont tendues très vite. Puis ma tante m'a appelé, la même tante dont le salon avait servi pour le guet-apens. Son ton était différent cette fois, cependant. Elle m'a demandé ce qui se passait vraiment, et pour la première fois, elle a vraiment écouté. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui en ai dit assez que je n'avais pas vécu avec ma mère depuis longtemps, et qu'elle m'avait quand même déclaré sur ses impôts, qu'on m'avait retenu mon courrier. Ma tante est devenue silencieuse et a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de ce côté de la famille. Ta mère nous a raconté une histoire très différente. Ouais, elle le fait toujours. Ma sœur a aussi laissé échapper que mon beau-père commençait à résister. Le remboursement gelé était censé couvrir les dépenses de ses enfants. Il voulait des réponses. Ma mère a essayé sa stratégie habituelle et détournée, culpabiliser, rediriger, mais ce n'était pas son fils. Il n'avait pas 20 ans de conditionnement. Il voulait juste son argent. Cet appartement est devenu très inconfortable pour elle. Pour la première fois, son système se retournait contre sa propre vie. L'IRS se fiche de la culpabilisation. On ne peut pas pleurer pour se sortir d'un litige fiscal. Dean m'a appelé à peu près à ce moment-là pour une place sur une tournée plus longue. Plusieurs villes, un bon salaire. J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour 3 mois. T'es partant ou pas? Je suis partant. Bien. On part dans 2 semaines. Règle tes affaires. J'ai accepté sans hésiter. 3 mois plus tard, j'avais assez économisé et assez de stabilité pour rendre le déménagement officiel. J'ai trouvé un endroit à 1,300 km du code postal de ma mère, j'ai signé le bail par téléphone, viré la caution et commencé à faire mes cartons. J'ai chargé ma voiture un mardi matin avant que le soleil ne soit complètement levé. Il faisait vraiment froid. Je me souviens de ça. J'ai quitté cette ville et je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. Fin 2024, je vivais loin depuis plus d'1 an, et le plus étrange n'était pas la distance. C'était le silence. Pendant des années, mon système nerveux avait été câblé pour le prochain coup, le prochain appel téléphonique, la prochaine exigence, la prochaine culpabilisation. Et puis un jour, il n'y a plus rien eu. Je me réveillais et le seul son était la circulation dehors et la cafetière. Personne ne fouillait mes tiroirs, personne ne demandait où passait ma paie, personne ne faisait circuler mon nom dans le téléphone arabe familial. J'ai commencé à m'installer dans une routine. Dean m'avait mis en contact avec un réseau de booking, et j'obtenais des boulots réguliers sur la route,
faisant le son pour des groupes traversant la région. Certaines semaines, j'étais à la maison. D'autres semaines, j'étais dans un van en route vers une ville que je n'avais vue que sur une carte. L'argent était régulier et pas riche, mais régulier ce qui, honnêtement, semblait mieux que la richesse à ce stade. J'étais toujours avec la même fille, et pour la première fois, cela ressemblait vraiment à un véritable partenariat. Elle me rappelait à l'ordre quand j'étais fuyant mais n'utilisait jamais mon passé comme munition. Sa famille me traitait comme leur propre fils. Dîner du dimanche chez ses parents, son père me posant des questions sur le travail, sa mère s'assurant que j'avais mangé avant de partir. La normalité ressemblait à quelque chose dont je ne savais même pas que je manquais jusqu'à ce que je l'ai. Je gardais un contact minimal avec ma mère, pas pour elle, mais pour ma petite sœur. J'appelais peut-être une fois toutes les 2 semaines, toujours à mes conditions, toujours brièvement. Si elle commençait à glisser vers les vieux schémas et culpabilisation, parler d'argent, je coupais l'appel et ne décrochais plus pendant un moment. Chaque fois qu'elle insistait, l'intervalle s'allongeait. Elle a appris que j'étais sérieux. Pendant quelques mois, on avait presque l'impression d'avoir atteint quelque chose de vivable. Elle restait dans sa voie, je restais dans la mienne, et ma sœur pouvait entendre ma voix. Je n'étais pas assez naïf pour penser qu'elle avait changé, mais je pensais que la distance était peut-être un pare-feu suffisant. Peut-être que 1,300 km était enfin le chiffre qu'elle ne pouvait pas franchir. Puis le SMS est arrivé. Elle a lâché cette bombe. C'était long. Elle m'a dit qu'elle avait accouché il y a quelques mois. Je ne savais même pas qu'elle avait été enceinte, la quarantaine bien tassée avec un nouveau-né. Elle parlait du fait que le bébé était difficile, qu'elle n'avait plus l'énergie d'avant, de problèmes de santé. Mon beau-père travaillait constamment et gérait ses propres enfants dans l'appartement. Ma sœur était trop jeune pour aider. J'ai continué à faire défiler, attendant la demande, parce qu'il y a toujours une demande. Puis elle en est venue au fait. Elle voulait que je revienne à la maison pour l'aider à s'occuper du bébé. Ou, si ce n'était pas possible, elle voulait que je prenne le bébé et que je l'élève chez moi. J'ai lu ce message 3 fois. Elle voulait que je déracine la vie que j'avais construite à partir de rien pour devenir une nounou gratuite à domicile, ou que je fasse traverser le pays à un nouveau-né pour être élevé par le fils qu'elle avait viré, saboté et essayé d'utiliser pour une fraude à l'immigration. Le culot de cette femme était impressionnant. C'était toujours la même chose. Elle me voyait comme un outil qu'elle pouvait sortir chaque fois qu'elle avait un problème qu'elle n'avait pas envie de résoudre elle-même. Et aucune distance n'allait jamais changer ça. Je suis resté avec ce SMS pendant une journée entière. Pas parce que je l'envisageais. Je connaissais ma réponse à la seconde où je l'ai lu. Je suis resté avec parce que je voulais que le message que je renverrais soit le dernier que j'aurais jamais besoin d'envoyer. Et ouais, je sais que quelqu'un va demander pourquoi je n'ai pas juste demandé une ordonnance restrictive. J'y ai pensé, mais voici le truc, les tribunaux veulent des preuves de menaces physiques ou de harcèlement. Ce que ma mère a fait était tordu, et certaines choses étaient carrément illégales, mais un juge entendrait, elle a retenu mon courrier et m'a déclaré sur ses impôts, et me dirait que c'est une affaire civile, pas un cas de protection. De plus, déposer une ordonnance restrictive contre sa propre mère dans une famille dominicaine, ce n'est pas juste brûler un pont, c'est brûler tous les ponts qui y sont connectés, y compris ma sœur. Et j'ai été fauché pendant la majeure partie de cette histoire. Les avocats coûtent de l'argent que je n'avais pas. Les dates d'audience signifiaient des services manqués que je ne pouvais pas me permettre de rater. Déménager à 1,300 km et la bloquer partout était mon ordonnance restrictive, version fauchée. Mais ça a marché. Le lendemain matin, j'ai tapé ma réponse. Courte. Je lui ai dit que j'avais été naïf de penser que la distance changerait quoi que ce soit. Je n'allais pas déraciner ma vie pour m'occuper de son enfant. Je passais en mode zéro contact. Je leur ai souhaité une bonne vie et je lui ai dit de ne plus me contacter. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes, toutes les applications, les emails, tout. J'ai supprimé la conversation pour ne pas être tenté de la relire, cherchant quelque chose d'humain dans ses mots. Il n'y avait rien à trouver. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là 1 minute. Ma copine est entrée et a vu mon visage. Ça va? Ouais, je crois que ça va vraiment. Elle n'a pas insisté. Elle a juste versé 2 tasses de café et s'est assise à côté de moi. Mes épaules sont retombées, et j'ai pu enfin respirer. J'ai appris plus tard, par un cousin à qui je parle encore,
que les choses chez ma mère étaient difficiles. Appartement surpeuplé avec les enfants de mon beau-père et un nouveau-né. Finances serrées parce que la situation du remboursement d'impôts avait entraîné de vrais problèmes budgétaires. Les gens arrêtaient de décrocher quand elle appelait. Les gens faisaient le calcul et réalisaient que peut-être l'enfant qu'elle traitait sans cesse ingrat, était juste celui qui avait réussi à sortir. Je n'en tire aucune joie, mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine paix à savoir que toute l'organisation qu'elle avait mise en place s'effondrait sans moi pour la faire tenir. Ces jours-ci, je me réveille, je fais du café, je vais travailler, je rentre à la maison auprès de quelqu'un qui veut vraiment que je sois là. Je pense à la demander en mariage. Je réfléchis au genre de vie que je veux construire, pas au genre de vie que je dois fuir. Je ne suis plus en colère. J'ai juste fini avec ça. Et honnêtement, la bloquer m'a fait l'effet de verrouiller une porte que j'aurais dû verrouiller il y a des années. Je n'ai toujours pas trouvé quoi faire pour ma sœur, cependant. Cette partie-là m'empêche de dormir parfois.